Bonsoir à tous, nous sommes le mardi 12 juillet, vous regardez le 7-8 le journal, merci de nous retrouver pour cette nouvelle édition. Tout de suite, on commence avec le sommaire. Demain soir, veille du 14 juillet, ce sera le traditionnel rendez-vous du feu d'artifice pour les habitants de Saint-Quentin en Yvelines. Les communes se préparent pour l'événement et elles sont de plus en plus nombreuses à mutualiser leurs moyens pour faire des économies et proposer un spectacle de qualité à leurs habitants. Nous en parlerons avec nos invités. Le Paris Saint-Germain a tranché, adieu le camp des loges, c'est à Poissy que le club ira s'entraîner en 2019, une aubaine économique pour la ville, nous y reviendrons. Et enfin, les Français l'adorent, plus qu'un hébergement, c'est un mode de vie. Je parle bien sûr du camping, comment les professionnels du secteur préparent la saison dans les Yvelines après les intempéries du mois de mai dernier, c'est ce que nous verrons. Et il fut un temps question de l'île de loisirs de Saint-Quentin en Yvelines. On pensait la commune de Thiberval-Grignon toute proche de l'emporter. Finalement, c'est bien à Poissy que le PSG va installer son nouveau camp d'entraînement. Un équipement aménagé au bord de la Nationale 13, près de l'autoroute A13 et du centre hospitalier intercommunal qui s'étend sur près de 70 hectares. Le département et la ville propriétaires du terrain, aucun recours n'est envisageable et les travaux pourraient commencer l'an prochain pour une livraison en 2019. 14 terrains de football, un stade de 5000 places vont être réalisés. La ville de Poissy prévoit la mobilisation de 1000 salariés, une aubaine économique pour le maire Carl Olive, particulièrement actif sur ce dossier, avec le soutien également du député David Douillet. L'arrivée du PSG sera bénéfique pour le dynamisme sportif, économique et social. Alors du côté de Saint-Germain-en-Laye, l'heure est en revanche à la déception. Saint-Germain avait pourtant présenté un nouveau site en décembre dernier sans succès donc. Et nous passons maintenant à notre entretien. Nous allons parler de la fête nationale, ou plutôt de ses préparatifs. Alors nous sommes nombreux ce soir en plateau avec nos invités pour aborder ce sujet. Alors Marie Toussaint, conseillère municipale à Montigny-le-Bretonneux, est présente. Également avec moi Jean-Michel Fourgous, maire d'Elancourt, Grégory Garestier, maire de Maurepas. Sonia Brault, vous êtes première adjointe au maire pour la ville de Saint-Cyr-l'École et Julien Renaud, responsable événementiel également à Saint-Cyr-l'École. Alors bonsoir à tous, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors tout d'abord, j'aimerais commencer à Montigny pour parler de Montigny-le-Bretonneux. Donc vous mutualisez les événements de la fête nationale depuis 20 ans avec la ville de Voisins-le-Bretonneux. Alors qu'est-ce qui va se passer demain? Un rapide programme. Donc à 23h, on va tirer le feu d'artifice au bassin de la Sourderie, qui est un lieu commun avec Voisins. Ce feu d'artifice, on a de fait qu'on partage avec Voisins-le-Bretonneux, ce qui permet d'offrir un feu d'artifice musical. Et à 23h30, nous aurons le bal qui sera, lui, offert par la ville de Voisins. Alors 20 ans que vous mutualisez vos efforts, c'est pour une question budgétaire, forcément, pour faire des économies? Oui, puis offrir un meilleur spectacle également. Est-ce que vous avez des retours? Comment les gens apprécient cet effort? Comment ils le jugent aussi, les habitants de Voisins et de Montigny? Ils le jugent très bien dans le sens où le feu d'artifice est musical, donc très animé. Nous aurons 18 séquences musicales durant tout le feu d'artifice, ce qui permet de dynamiser, d'animer ce feu d'artifice. Comment vous décidez de qui s'occupe de quoi, qui se charge de quoi entre Voisins et Montigny? Alors, ça a été décidé dès le départ, il y a une vingtaine d'années. Montigny offre le feu d'artifice ainsi que la sécurité, Voisins le bal, la sécurité pour les personnes, ainsi qu'une buvette. Alors Grégory Garestier, Jean-Michel Fourgous, vous c'est la deuxième année donc, que vous organisez la fête nationale ensemble. Comment ça s'est passé l'année dernière finalement? Vous étiez, l'événement était, vous êtes plus ravis de l'événement? Eh bien écoutez, d'abord, nous, en 2011, donc quand on a vu en 2012 effectivement la situation économique, moi j'étais le commissaire des finances à l'époque, j'ai vu que c'est l'impact, quand vous faites chuter la croissance à près de 0%, bien entendu, l'impact est direct sur les budgets des communes. Donc nous on a anticipé très vite, on a arrêté le feu d'artifice contre l'avis de la population qui n'était pas très content en 2012, en 2013, en 2014. Bon. Après, lorsque mon collègue M. Garestier bien sûr a été élu, on s'est mis bien sûr à travailler ensemble et là on a relancé bien sûr grâce à lui donc ce feu d'artifice qu'on partage aujourd'hui bien entendu, donc c'est redevenu possible. Et la deuxième variable, c'est que on sent bien que chez nos administrés il y a, c'est du jamais vu d'ailleurs, il y a une demande, une sorte d'identité, de fierté d'être français, le drapeau national qu'on voit beaucoup plus souvent qu'avant. Voilà, donc il est clair que ce sentiment, ce besoin de flatter l'appartenance française est redevenu très fort, et donc on ne peut pas faire autrement, surtout à partir du moment où on peut mutualiser avec notre collègue de Maurepas. Donc voilà pourquoi, à la demande aussi de nos administrés, on a remis en place, et l'année dernière et cette année à nouveau, bien sûr, le feu d'artifice. Grégory Garestier, est-ce que vous avez déjà évalué un petit peu les économies que vous avez fait faire cette mutualisation?
Oui, bien sûr. Alors, auparavant, la ville de Maurepas tirait son propre feu d'artifice. C'était environ une enveloppe de 20 000 euros. Nous sommes descendus à 15 000 euros. Alors, comme le disait Jean-Michel tout à l'heure, et à juste titre, un avis que je partage, dans cette période de raréfaction de l'argent public ou une baisse drastique des dotations d'État, on se pose des questions sur un certain nombre d'événements. Moi-même, dans mon équipe, on s'est posé la question de supprimer ou pas cet événement. Ça a été un débat, et puis justement est venu dans nos têtes le fait de mutualiser avec Élancourt, qui est une ville amie, une ville même où celle de Maurepas et d'Élancourt se ressemblent beaucoup, issue de la construction de la ville nouvelle. Et on s'est dit pourquoi pas. Donc évidemment, Jean-Michel a accepté aussi. Et puis ça permet d'entretenir en effet, j'allais dire, la flamme républicaine, et puis de permettre à nos concitoyens d'avoir un moment de détente en musique, voilà, avec un feu d'artifice attendu de tous. Voilà, c'est beaucoup de sous, hein, comme on le dit, là, à peu près pour Élancourt et Maurepas, c'est à peu près 25 000 euros. Qui partent en 20 minutes. Mais vraiment, on ne peut pas faire autrement. Les gens quand même attendent. Bien sûr, bien sûr. C'est pour ça que l'idée de la mutualisation maintenant, et je pense que c'est l'avenir de mutualiser ce type d'événement, puisque finalement, voilà, les feux d'artifice n'ont pas de frontières. C'est facile de se mettre d'accord, voilà, quand on est deux villes pour choisir l'endroit, aussi ce qu'on va faire selon les animations. Il y a une très grande proximité donc entre Maurepas et Élancourt, dans les associations, dans les fêtes, surtout dans le secteur associatif, même le marché. Ils ont un marché, on essaie de construire un marché, ils sont meilleurs que nous. Écoutez, voilà, on sait, donc voilà. Non, on travaille ensemble très naturellement et ça se passe très bien. Mais je voudrais simplement dire que sur le prix, en gros, c'est quasiment 1 000 euros la minute. Donc voilà, que les gens sachent bien, parce que c'est bien que les gens aient un peu plus de culture économique dans ce pays, hein, ça serait pas mal, et voilà, qu'ils sachent combien coûte, voilà, qu'ils payent, et c'est important. Donc quand on organise ça, il faut savoir que quand on le bloque pendant 1 an, 2 ans, c'est qu'il y a des raisons, voilà. Donc merci à mon éminent collègue de Maurepas, bien entendu. Alors à ma gauche, nous avons donc pour Saint-Cyr l'école Sonia Brault, donc première adjointe au maire, et Julien Renaud, vous êtes responsable événementiel. Alors vous, à Saint-Cyr, l'événement, le 13 le juillet au soir, on le fait tout seul, on ne mutualise pas. C'est une décision qui peut-être qui va changer ou... Alors, c'est un peu particulier à Saint-Cyr. D'abord, à Saint-Cyr-l'École, on ne tire pas de feu d'artifice pour la fête nationale en temps normal. On fait un bal qui a vocation à réunir tout le monde autour d'une identité commune, autour de valeurs communes. On ne fait pas de feu d'artifice, on fait juste un bal et c'est l'occasion pour nos associations d'être présentes, de pouvoir faire des buffettes, pouvoir essayer un petit peu de faire rentrer un peu d'argent public autrement que par des subventions, et c'est important. Donc pour nous, c'est un 13 juillet qui est quand même assez exceptionnel. Il ne vous a pas échappé qu'il a plu un peu au mois de juin, que notre fête de la ville se déroule au mois de juin et notamment début juin. En conséquence de quoi, nous avons été obligés d'annuler la fête de la ville. Donc c'est un moyen de se rattraper. C'est à la fois un moyen de se rattraper, mais c'est surtout le fait de prestataires qui ont bien voulu jouer le jeu, qui avaient des contrats sur lesquels ils disaient c'est un contrat et que vous fassiez ou pas, faut le payer. Et on a décidé en effet de mettre ces partenaires-là le 13 juillet pour simplement pouvoir faire bénéficier à la population des prestations au moment du 13 juillet, ce qui n'est pas plus mal puisqu'il y a quand même beaucoup de gens aussi qui ne partent pas en vacances à Saint-Cyr et c'est une bonne chose. Mais sur la mutualisation, on mutualise beaucoup sur Saint-Cyr. On mutualise le Téléthon, on mutualise le Forum de l'emploi, on mutualise notre piscine municipale, même en dehors de Versailles Grand Parc, n'est-ce pas Jean-Michel ? Donc oui, la mutualisation, évidemment que c'est la première piste de recherche, d'abord pour une cohésion du territoire, parce qu'on est tous yvelinois, et puis ensuite pour aussi pallier au manque de dotation, puisque les compétences, on les a toujours, hein. Donc il faut quand même trouver des pistes. Justement, ça vous coûte quand même ça une bonne partie de votre budget événementiel, cet événement du 13 juillet, où finalement, comme il n'y a qu'un bal, ça rentre facilement dans le logis, il n'y a pas trop de problèmes? En fin de compte, on va dire qu'effectivement, c'était l'événement du 4 juin, la fête de la ville, qui est l'un des postes les plus importants de dépenses. Maintenant, c'est vrai que nous avions bien négocié nos contrats et nous pouvons proposer justement un 13 juillet qui est à bas prix, qui permet de proposer énormément d'animations de 17h à 2h du matin. Et c'est vrai que toutes les familles saint-cyriennes vont être satisfaites d'avoir des attractions pour les jeunes, pour les moins jeunes, pour les ados, chose qu'on ne faisait pas forcément avant. Et ça va même jusqu'à la petite grand-mère de 80 ans qui pourra avoir des activités pendant cette manifestation.
Donc c'est vrai qu'on a contrôlé largement le budget de... Est-ce que tous les gens qui viendront auront peut-être une paire de lunettes comme vous portez Bien sûr. À partir de 22h. C'est une promotion à partir de 22h, bien entendu, comme chaque année. Alors le 13 juillet à Saint-Cyr, c'est un bal. Et c'est un bal qui, pour répondre à votre première question, a un coût entre 2000 et 2900 euros maximum. Et qui propose de la musique, qui propose de pouvoir partager de quoi manger, de quoi boire ensemble. Et à partir de 22h, en effet, chaque année, nous proposons des petits chapeaux, des petites choses. Il y a également un bal, forcément dans toutes les communes pour la plupart. Une dernière question avant peut-être de terminer cet entretien, pour des raisons de sécurité. Justement, voilà, il y a eu des attentats à Paris en novembre dernier. Est-ce que vous, dans vos différentes communes, vous avez pris peut-être plus de mesures? Voilà, c'est quelque chose auquel vous faites plus attention. Vous avez eu peut-être des directives? Alors pour ce qui est de Morpa et d'Élancourt, nous mutualisons nos équipes, et ça c'est une grande force aussi. Plus de 30 agents seront sur place, techniques et policiers municipaux, avec l'accord du préfet. Donc là aussi, il y a des pistes de mutualisation, et bien entendu, nous prenons l'enjeu, qui est très important, et nous mettons en tout cas les forces de l'ordre nécessaires pour sécuriser les environs. Voilà. Et je sais que nous, de notre côté aussi, c'est une mutualisation plutôt avec le ministère de la Défense, puisque comme on a oublié de le préciser, on organise aussi un très gros feu d'artifice le 13 juin à partir de 23h30 pour mettre en valeur l'école spéciale militaire de Saint-Cyr. Et donc nous avons travaillé en mutualité avec le ministère de la Défense pour toutes les considérations de sécurité, parce qu'effectivement, nous sommes en plan Vigipirate. Et heureusement, le public ne rentre pas dans l'enceinte même du lycée militaire, puisqu'ils sont sur le square de l'Hôtel de Ville. Mais effectivement, nous avons du personnel communal qui va assurer de la sécurité. Nous avons aussi, et Dieu merci, nous bénéficions de l'opération Cuirasse qui tourne au sein même du lycée militaire. Donc oui, c'est une sorte de mutualisation aussi avec l'État. Dernier pour Voisins et Montigny, c'est la même chose. Il y a plus de dispositifs. Il y a la police municipale de chacune des communes, et on a aussi pris une sécurité supplémentaire. Très bien, et ce sera le mot de la fin. Merci à tous d'être revenus en plateau. Donc voilà, n'oubliez pas, le 13 juillet, donc demain, vous pouvez aller donc à Morpa, Élancourt, Voisins, Montigny ou Saint-Cyr. Dans toutes les communes, de toute façon, il y a des animations. Si vous voulez retrouver le programme de toutes ces animations, n'hésitez pas à vous rendre sur les sites internet de ces communes. Vous y retrouverez tout le programme détaillé. Merci à vous. Tout autre sujet à présent, c'est devenu le mode de vacances préféré des Français depuis 2010. La fréquentation des campings est en hausse de 9,7%, alors plus qu'un hébergement. Le camping, c'est un petit peu un mode de vie, un état d'esprit. Mais après les intempéries du mois de mai dernier, les attentats de 2015, comment se préparent les professionnels dans les Yvelines? Nous sommes allés découvrir 2 sites yvelinois où on s'organise pour accueillir les vacanciers. Camille Lambert et Nicolas Dandry pour ce reportage. Tente traditionnelle, caravane optimisée ou bungalow suréquipé, en camping, chacun trouve son bonheur. Sur ce site 4 étoiles de Maison Lafitte, les vacanciers arrivent timidement, une fréquentation impactée par le mauvais temps de ce printemps et la crainte des attentats. On mise donc sur le dialogue pour rassurer. De dire qu'en fait, justement, les services de l'État font le nécessaire pour donc bien organiser la sécurité. Que nous avons donc les garanties annulation, que voilà, le service ici sur place pour donc les clients est au rendez-vous et que donc on peut les renseigner où c'est intéressant d'y aller voir, donc de bien les renseigner. Yes, so it goes straight into Charles de Gaulle Étoile. Situé à proximité de Paris, l'établissement vise une clientèle étrangère et propose des mobil-homes haut de gamme. Mais début juin, le camping a été touché par les intempéries. 400 personnes ont été évacuées par sécurité. Par endroits, l'eau est montée jusqu'à 70 cm. Par précaution, nous avons donc évacué le camping, mais également on a décidé de mettre en sécurité certains locatifs ici donc présents pour éviter donc la casse matérielle qui est très chère. Et ça à 4 jours avant l'Euro, donc c'était très intense. Ouais. À Rambouillet, même constat, les inondations ont obligé le site à fermer 1 semaine au mois de juin. Les touristes étrangers sont moins nombreux. Là aujourd'hui, en tout cas, on a une tendance qui va être un petit peu à la baisse sur la partie étrangère. Entre les attentats, les intempéries et les grèves, il est sûr que la tendance sur le bassin parisien a été beaucoup plus faible justement au niveau de nos arrivées. On ne peut pas le nier, ça me paraît évident. Malgré un début de saison mitigé, les professionnels espèrent doubler leur fréquentation dès la semaine prochaine. Le camping reste le mode de vacances préféré des Français. En 2015, le pays affichait un record de fréquentation avec près de 113 millions de nuitées.
Et nous parlons à présent politique avec cette nouvelle nomination pour Othmane Nasrou. Bonsoir Wilfried. Bonsoir Flora. Othmane Nasrou, élu d'opposition Les Républicains, attrape élu majoritaire à la région Île-de-France. Il vient d'être désigné dans cette assemblée, donc au poste de vice-président chargé du tourisme et des affaires internationales. Alors une décision annoncée par Valérie Pécresse en fin de semaine suite au départ de David Douillet. Alors pour être bien clair, David Douillet, député de la 12e circonscription, ne quitte pas son poste de conseiller régional, juste cette fonction. Il évoque un problème d'agenda. Officiellement, il ne peut assurer des déplacements à l'étranger toutes les semaines. Officieusement, on comprendra que David Douillet veut se consacrer à sa campagne. Il a d'ores et déjà été investi pour l'élection législative sur le secteur de Poissy-Plaisir. Alors on en revient à Othmane Nasrou qui se voit donc confier encore une fois de nouvelles responsabilités. Une nouvelle fois, le jeune élu de 29 ans prend du galon, lui qui jusqu'à présent s'occupait pour la région de la commission du développement économique. On rappelle aussi que depuis les dernières élections municipales à Trappes, où il a obtenu un peu plus de 30% des suffrages, il détient aussi des responsabilités à Saint-Quentin-en-Yvelines. Othmane Nasrou est en effet le président de la pépinière d'entreprise Promopole. Je ne sais pas si ça va vite ou pas, mais effectivement, moi je fais pas de la politique depuis longtemps. J'ai un premier engagement, vous savez, aux élections municipales à Trappes, où je suis toujours élu, où je me bats toujours pour faire vivre l'opposition municipale. Cette ville en a besoin. Et bon, j'ai eu l'occasion de participer à la campagne des régionales, toujours sous la houlette de Valérie Pécresse, qui m'a mis le pied à l'étrier aussi là-dessus. Aujourd'hui, j'ai choisi de me confier de nouvelles responsabilités. J'espère que du coup, je donne une bonne image aussi de Trappes, de Saint-Quentin-en-Yvelines, du territoire, en montrant que voilà, quand on travaille sérieusement, quand on essaye de faire valoir certaines idées, eh bien, il peut y avoir aussi une reconnaissance du travail accompli. Puis c'est un apprentissage. Moi, j'assume de dire que c'est un parcours. Et j'apprends encore beaucoup de choses, voilà, et on va bien voir où ça nous mène, mais pour l'instant, j'ai le souhait de me rendre utile. Je veux faire monter les jeunes qui le méritent. Ce sont les propos de Valérie Pécresse. Donc après cette nomination, Othmane Nasrou qui peut en effet remercier la présidente de la région qui l'épaule depuis ses quasiment tout premiers pas en politique. Othmane Nasrou était déjà pendant la campagne des régionales le porte-parole de Valérie Pécresse dans les Yvelines. Quant à ses nouvelles missions, voilà en quoi elles vont consister. Vice-président à l'action internationale et au tourisme de la région Île-de-France, ça recouvre plusieurs attributions. La première, ça va être de faire la promotion du territoire à l'international pour attirer à la fois des investisseurs et bien sûr toujours davantage de touristes, puisque vous savez que c'est un secteur important. On accueille plus de 30 millions de touristes en Île-de-France, ça fait vivre plus de 500 000 personnes. Et puis nous avons aussi des partenariats, des collaborations avec d'autres collectivités territoriales dans le monde, donc qu'il faut reconfigurer pour certaines. Et dans tous les cas, il s'agit de construire dans une logique de co-développement avec d'autres territoires des partenariats qui soient gagnants sur le plan économique, à la fois pour l'Île-de-France, avec nos entreprises franciliennes, mais aussi pour ces territoires-là. Donc ça peut être en Afrique, par rapport à nos partenaires en Amérique du Nord ou en Asie, également le bassin méditerranéen. Et une dernière information à présent avant de partir pour Versailles. Dans ce journal, cela concerne toujours la région Île-de-France. Cela concerne effectivement les usagers des transports en commun qui disposent d'un pass Navigo, puisque Valérie Pécresse l'a annoncé ce matin, le remboursement partiel de ce pass pour les passagers récemment touchés par les grèves SNCF et par les intempéries. Le remboursement sera de 20 € sur les forfaits Navigo mois et annuels, 10,60 € sur les forfaits imaginaires et 5 € sur les forfaits solidarité chaque mois. C'est une information confirmée par la SNCF et il y a un site internet pour effectuer les démarches nécessaires. Un site internet qui ouvrira à partir du 27 juillet, mondédommagement.transilien.com. Et prenons à présent la direction de Versailles. Depuis quelques semaines, l'association Versailles-Montreuil Environnement lutte contre le projet de réaménagement du boulevard de la République dans la Cité Royale. Les travaux ont débuté ce lundi 11 juillet avec l'abattage des tilleuls sur la première partie du boulevard. Les opposants ont tenté de protéger ces arbres sans réussite. Nous étions sur place à la rencontre des manifestants. Regardez. La première phase d'aménagement du boulevard de la République à Versailles est lancée. Ce lundi 11 juillet, plusieurs ouvriers paysagistes ont abattu une dizaine de tilleuls, malgré la présence d'opposants au projet. Nous sommes consternés et très en colère. Certains sans doute n'étaient pas en très bon état, il fallait les abattre, d'accord. Mais la plupart étaient encore très sains. Donc c'est une atteinte incroyable à notre paysage urbain. L'abattage des tilleuls devait laisser place à une piste cyclable, des places de stationnement payants pour sécuriser les trottoirs et de nouveaux arbres sur tout le boulevard de la République. Un projet contre lequel un recours devant le tribunal administratif a été déposé. Nous demandons à la mairie de réfléchir et d'entrer en concertation avec nous et de ne pas réaliser ce projet dont personne ne veut dans le quartier de Montreuil.
La concertation demandée par l'association concerne la deuxième partie du boulevard de la République, à partir des rues Montreuil et Alexis Foucault jusqu'au boulevard de la Reine. Il y a eu quand même 2 votes au conseil municipal, l'un pour la piste cyclable et l'autre pour le stationnement payant. Et ce projet est passé 2 fois au conseil municipal. Le fondement du projet, c'est de rendre aux piétons, aux habitants du boulevard de la République et aux passagers piétons l'usage des trottoirs. Un usage perdu à cause des stationnements illégaux entre les arbres. En 2017, une concertation aura lieu sur la dernière partie du projet entre les différents acteurs. Et nous restons du côté de Versailles. Depuis le 5 juillet, le château propose une exposition sur l'indépendance américaine. Des œuvres inédites sont présentées dans la galerie des batailles du château. Alors l'exposition revient sur le contexte diplomatique entre les États-Unis et l'Europe lors de la guerre d'indépendance. Regardez ce reportage signé Manon Labatte et William L. Voyage dans le temps au château de Versailles, 240 ans en arrière. 1776, la France, sous le règne de Louis XVI, s'apprête à vivre ses dernières heures de monarchie. Elle est la première nation à reconnaître les États-Unis d'Amérique. La Galerie des Batailles retrace cette période avec l'exposition Versailles et l'indépendance américaine. On pense toujours à un engagement financier, on pense aussi à un engagement diplomatique fort, mais ça a été aussi un engagement militaire très très considérable. Et je ne peux pas m'empêcher de penser que lorsque, en 1917, les Américains sont arrivés avec ce Lafayette nous voilà, il n'y avait pas ce souvenir chez les Américains de cette dette de sang français qui avait coulé pour l'indépendance des États-Unis. Alors pour nous, cette exposition, c'est l'occasion de rappeler dans quelles circonstances cela s'est déroulé, quel était le contexte international, quelle a été l'ampleur du conflit, qui est beaucoup plus immense, considérable que l'on ne pense, puisque ça a été véritablement un conflit mondial. L'exposition cible le contexte diplomatique de l'époque en regroupant des œuvres venues d'Angleterre, de France et des États-Unis. Chaque pays raconte son histoire, son vécu. Il y a beaucoup d'œuvres inédites. Il y a beaucoup d'œuvres inédites et ça, c'est vraiment, il y a eu un travail de recherche, de documentation absolument considérable. Sur le sujet, c'est vraiment un regard tout à fait nouveau et à ma connaissance, c'est la première exposition qui, sur le sujet, veut avoir cette diversité de points de vue. Une œuvre inédite, l'aigle de diamant, prêté par l'ordre des Cincinnati. L'objet est offert par les officiers français à Washington, juste après la proclamation de l'indépendance américaine. L'aigle n'est jamais sorti des États-Unis, sa venue en France est en elle-même un événement. L'exposition est à contempler jusqu'au 2 octobre. Solidarité à présent, parcourir 3000 km à pied à travers la France, c'est le défi que s'est lancé Cyril Maurice, une course courageuse qu'il réalise au profit de l'association Rêve, présente dans les Yvelines depuis 4 ans. Cette association a déjà réalisé 100 rêves d'enfants gravement malades à l'hôpital Mignot de Versailles, comme rencontrer un sportif, assister à un spectacle ou encore visiter Disneyland de Paris. Alors monsieur Cyril Maurice est parti de chez lui le début avril. Sa course comprend 100 étapes avec une moyenne de 40 km par jour. Aujourd'hui, il s'est arrêté place d'Armes à Versailles. Qu'est-ce qui l'a poussé à réaliser une telle course? Que représente l'association Rêve? Les réponses au micro de Fanny Bourdillon. Moi, à l'époque, mon fils a été malade, donc il s'est fait opérer il y a 3 ans. Maintenant, ça va mieux. Et donc, la rencontre avec d'autres parents et voir voilà tous ces titis m'a vraiment marqué. Donc, c'était un des premiers facteurs, on va dire, à dessiner ce projet. Et par la suite, moi, j'ai eu un petit accident sportif, donc je me suis reconverti dans la course à pied. Et donc, je me suis associé aussi avec un papa qui a une petite fille qui a une leucémie, justement. Et donc, au fur et à mesure, j'ai augmenté mes kilomètres, justement, pour atteindre vraiment la discipline du marathon. Et donc je voulais vraiment allier ce côté humain et sportif et c'est comme ça que le projet s'est dessiné. L'association Rêve, elle existe depuis 1994. Elle réalise le rêve des enfants très gravement malades dont le pronostic vital est engagé. Aujourd'hui, elle est répartie dans toute la France. Il y a 38 délégations qui sont implantées et il y a 700 bénévoles qui œuvrent tous les jours pour pouvoir récolter des fonds et permettre donc les rêves de ces enfants. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Restez avec nous tout de suite. Vous retrouvez Nouradine Hagne pour le dernier 7-8 société de la saison. Il sera question du baccalauréat. Sert-il encore à quelque chose? C'est ce que nous verrons. Je vous retrouve demain pour un nouveau numéro du journal. Je vous souhaite une excellente soirée.
Merci.